Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Bonjour Caroline, Bonjour Anne. ça Ça va? va bien et toi? Très bien, merci. Donc, ça va, tout fonctionne. J'ai réussi à me connecter, donc je suis très heureuse. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, on attend Julien. On va voir si ça fonctionne. Bon, on est un petit peu en avance en Me- même temps. oui. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent déjà, effectivement, le live va démarrer à peu près à 20h30. On attend que Julien Sandrel se connecte. Le live durera à peu près 1 heure et on va pouvoir avoir une discussion à 3 avec Anne, qui est la comédienne qui a lu le livre à voix haute. Je vais te représenter après, mais comme ça, au moins pour les personnes qui sont déjà présentes, on sait, D'accord. on se présente. Ah ben voilà. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Alors attends, Ben, c'est parfait. Tout le monde est là. comment ça marche pour essayer de voilà que ça tienne? J'essaye de faire Ouais. tenir mon téléphone. Moi, j'ai mis mon ordinateur redressé, tu sais, pour que ça tienne Ouais, le ouais, moi téléphone. j'ai mis une pile de livres. Voilà, mais sauf que comme j'ai des écouteurs là, tu vois, du coup ça tient sur un petit truc là, donc je ne sais pas si ça va tenir Exactement. complètement, mais bon, on va essayer de pas trop bouger. Les défis de la technique, ben, c'est parfait. Il est 6h29, tout le monde est là. On démarre dans 1 minute. Super. Tout est bon. Alors, attends, je vérifie parce que du coup, on aura les questions des internautes qui arriveront par ici. Donc, je vérifie que ça fonctionne. Oui, tout est bon. Et bien, super. Il est 6h30. C'est parfait. Si vous êtes prêts, on démarre. Avec On y plaisir. va. Super. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, Julien. Tu es un écrivain français. On t'a connu avec ton premier roman qui était La Chambre des Merveilles, qui est sorti en 2018, qui a eu un succès fulgurant et qui depuis a été adapté à la fois au théâtre et au cinéma. Il a aussi obtenu plusieurs prix littéraires. Et puis ensuite, on a eu La vie qui m'attendait, Les étincelles, Vers le soleil, Merci, Gratier, Thank you, tous des best-sellers. Et ton livre, le 6e livre, Les Extraordinaires, est paru en audio. Nous voilà donc réunis pour ce livre audio, puisque il est lu par Anne Lecoutour, qui est comédienne et chanteuse. Alors Anne, tu crées des spectacles de théâtre musical et tu participes à de nombreuses productions d'opéra. Tu prêtes ta voix à des fictions radiophoniques et tu te produis régulièrement au théâtre. Est-ce que tu veux compléter ta présentation, Anne? Non, elle est parfaite. Je me suis produit à l'opéra, je ne me produis plus à Ah, l'opéra. Voilà, ok. c'est la petite nuance, mais tout est parfait. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai, pourquoi pas? Et Julien, est-ce que tu voulais compléter quelque chose pour la présentation? Non, écoute, ça me semble parfait. Ok. Alors, on est aujourd'hui pour célébrer la sortie des Extraordinaires. Ce live audio d'1 heure intervient donc dans le cadre de la 3e édition du mois du livre audio. Un mois pendant lequel, en fait, les éditeurs de livres audio et les associations promouvant la lecture à voix haute multiplient les initiatives pour faire découvrir ce format qui est le format audio et que je valide totalement. J'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent que vous pouvez réagir en commentaire, qu'il y a Hermine de chez Audiolib qui va checker les commentaires et qui doit m'envoyer les commentaires si ça fait partie des questions que je n'ai pas prévu de poser. Alors, les extraordinaires. Est-ce que tu veux nous présenter les extraordinaires, Julien, ou est-ce que tu veux que je m'en charge? Oh bah change. Tu peux t'en charger, je sais que tu fais ça très très bien.
Alors, les extraordinaires, c'est l'histoire d'Anna. Anna, tout le monde le sait, à 6 ans, lors du spectacle de fin d'année, elle a clamé qu'elle voulait devenir astronaute. Ça, c'est le prologue qu'on va lire tout de suite après avec Anne. Et on la retrouve donc au début du roman, quand elle a 48 ans, je crois, de mémoire. Et elle est bien loin, en fait, de son rêve de devenir astronaute, puisqu'elle est médecin généraliste à Lille-sur-la-Sorgue. Et c'est une personne lambda qui mène une vie lambda. Mais au début du roman, ses proches lui ont réservé pour son anniversaire une surprise de taille. Ils l'ont inscrite en grand secret au concours de l'Agence spatiale européenne qui recrute ses futurs astronautes. Alors, pour se mettre dans le bain, j'aurais aimé, Anne, si tu es d'accord, que tu puisses nous lire le prologue. Comme ça, on va découvrir Anna quand elle... Alors, c'est super parce qu'en plus, moi, ce que je vous disais quand on préparait ce petit événement, je n'ai pas encore eu la chance d'avoir le livre audio, donc je ne l'ai pas encore entendu. Donc ça va être la première fois que j'entends. Donc c'est super. C'est une petite pression supplémentaire pour Anne. Non, pas du Pas tout, du tout, non, pas au du contraire. tout. Je suis zen. La cour de l'école maternelle est pleine à craquer. Le parterre de parents est impressionnant du haut de ce modeste édifice que mon instituteur, M. Dubois, appelle pompeusement la grande scène, mais qui n'est rien d'autre qu'une simple estrade assemblée à la va-vite pour l'occasion. Les mains croisées, aussi sages qu'à mon habitude, je fredonne, entourée de mes camarades de classe, cette chanson que j'appréciais encore il y a quelques semaines, mais qui m'ennuie désormais profondément. Monsieur Dubois étant peu friand d'improvisation, les longues répétitions ont eu raison de mon intérêt pour Gérard Lenormand. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Les spectacles de Monsieur Dubois sont toujours les plus réussis. Tout le monde s'accorde à le dire. Alors, en cette fin d'année scolaire 1978-1979, en cet instant où sa réputation est en jeu, son visage trahit inévitablement son anxiété. Sourire forcé, mimique désapprobatrice adressée à ses élèves les plus tête en l'air. La bande sont terminées, nos voix s'interrompent, le public applaudit. Tout le monde pense que notre petit numéro est terminé, et c'est bien là le génie de Monsieur Dubois. Le spectacle ne fait que commencer. À l'issue de cette première acclamation, notre instituteur demande à la régie d'un jour, Madame Galibert, la gardienne de l'école, de remettre en route le tourne-disque. La version instrumentale de la fameuse ballade retentit, puis, dans un ordre précis, chaque élève s'approche du micro pour réciter quelques lignes apparemment spontanées, mais en réalité dictées, apprises par cœur, répétées, corrigées. Les parents, émus de voir leurs enfants s'exprimer pour la première fois devant un parterre d'adultes, sont heureux que M. Dubois les invite à se projeter vers le futur, puisqu'il n'est jamais trop tôt pour exprimer ses rêves. Déjà, Mathieu s'avance. Lorsqu'il énonce, avec le léger défaut de prononciation qui le caractérise, son souhait de devenir pompier quand il sera plus grand, des murmures d'admiration parcourent les rangées de spectateurs. Suivent Guillaume et son rêve militaire, Tristan et son projet de diriger une usine, puis Martin qui se verrait bien policier quand Éloi opterait pour la chirurgie. Je viens tout juste de fêter mes 6 ans, mais je perçois déjà que quelque chose cloche dans la mise en scène, les couleurs des costumes et les textes écrits par M. Dubois pour chaque enfant. À l'époque, je ne comprends pas bien ce qui se joue, mais je sais que ce que je suis censée dire ne me convient pas. Mon père est assis dans l'assistance. Il me regarde parfois, mais il semble occupé à discuter avec une mère d'élève, une jolie rousse récemment divorcée que je croiserai bientôt chez moi en tenue légère à l'heure du petit déjeuner. Ce jour de kermesse est un souvenir lointain. Alors, je ne sais plus identifier la cause de l'incident. Le déclencheur est-il l'inattention de mon père, l'absence lancinante de ma mère, ou bien la censure opérée par M. Dubois? Toujours est-il qu'après avoir entendu Béatrice déclamer son envie de devenir secrétaire et Marion sa volonté d'embrasser une carrière d'esthéticienne, je ne me souviens plus de ce que je dois dire. Quand j'avais exprimé mon rêve à M. Dubois,
Il m'avait observé d'un air contrit. Voyons, Anna, c'est impossible pour une petite fille. Trouve autre chose, veux-tu? Lorsque la musique s'arrête, je n'ai pas encore dit mon texte. Je suis censée clore la séquence, mais je suis comme paralysée face au micro. L'agacement se lit sur le visage de Monsieur Dubois, qui m'invite à m'exprimer à grand renfort de gestes saccadés et mâchoires crispées. Madame Galibert lui demande à voix basse si elle doit rejouer quelques mesures. Mais il lui fait signe que non. Anna va dire son texte sans musique et tout ira bien. Monsieur Dubois me souffle même ma phrase à 2 reprises. Quand je serai grande, je serai vendeuse en prêt-à-porter. Mais je ne veux pas être ce qu'il me souffle. Ce n'est pas moi, pas ce dont j'ai envie. Le silence est total. Les spectateurs ont compris que mon mutisme est une effraction dans ce plan millimétré. Tous sont pendus à mes lèvres. Mon père m'observe lui aussi. Je vois d'abord passer une ombre dans son regard, et puis ses yeux se mettent à briller. Il hoche la tête et me sourit. Il m'encourage. Je me sens pousser des ailes. Alors je prends une grande inspiration et je décide de révéler cette ambition secrète tapie au fond de moi, de lui donner corps afin qu'elle se transforme peut-être un jour en réalité. Quand je serai grande, je serai astronaute. À l'époque, aucun Français n'a jamais effectué de vol spatial. Et sur 94 individus ayant obtenu ce privilège, une seule femme, une Russe. L'assistance pense assister à l'un de ces mots naïfs d'enfant. Et puis, cette note humoristique est une façon originale de conclure le spectacle. Alors le directeur de l'école émet un petit rire gêné et tout le monde le suit, y compris un monsieur Dubois visiblement furieux, mais qui pense à cet instant avoir sauvé les apparences. C'était compté sans la voix fluette de Béatrice, revenue au micro sans que je m'en aperçoive. En vrai, moi, je voudrais être footballeuse. Béatrice gratifie l'assemblée d'un sourire édenté, puis passe le micro à Marion, qui n'aime pas tellement le métier qu'on lui a demandé de dire et qui se verrait plutôt inventer toutes sortes de machines électroniques. Puis à Églantine, qui se préférait pilote d'avion. Et enfin à Mélanie, future présidente de la République. Tandis que le public hésite sur la conduite à tenir et qu'un brouhaha ajoute à la confusion de l'instant, je cherche mon père du regard. Il me fixe intensément, et ce que je vois dans ses yeux, c'est une lueur éclatante de fierté. Alors, debout au milieu des spectateurs, mon père se met à applaudir. Il sourit, frappe furieusement dans ses mains, lance un premier bravo, puis un deuxième, et sa ferveur contagieuse finit par entraîner une bonne partie des rangs de parents. Ce moment inoubliable reste la seule et unique standing ovation de ma vie. L'année suivante, le directeur décida de bannir tout micro de la grande scène, et M. Dubois opta pour un spectacle de mime particulièrement apprécié. Merci. Merci. Alors c'est Alors, dommage parce que là, on peut pas entendre les applaudissements de l'autre côté de l'écran, mais on aurait envie de les entendre. on a C'est gentil, merci. passé quand même sur l'écran. J'ai pas entendu, Caroline. On a vu plein de petits cœurs passer sur l'écran. Ah, Ouais, c'est ça vrai. fait plaisir. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre son texte lu à voix haute, Julien? Ah ben c'est quand même vachement mieux que quand c'est moi qui le fais. Parce que moi, on me le demande parfois quand je suis en rencontre. Et d'ailleurs, je choisis ce passage-là, qui effectivement est non seulement le début du roman, mais en plus, effectivement, donne bien la tonalité. Mais c'est vrai que bon, je n'ai pas le talent d'Anne, donc effectivement, c'est quand même vachement moins bien. Et je trouve que ça donne une autre dimension, en fait. Ça amplifie l'émotion, je trouve. Donc, merci. Merci. D'une façon générale, est-ce que tu écoutes tes livres audio quand ils sortent? Parce que là, le dernier, tu l'as pas encore reçu, mais les précédents, tu les avais écoutés par curiosité? Alors, comment dire?
Alors je les écoute en partie, mais j'avoue que non, parce que c'est vrai que, enfin, je connais un petit peu l'histoire et donc et c'est vrai que non, je les écoute pas en entier. J'écoute quelques chapitres pour me faire une idée, mais ensuite c'est vrai que moi je suis pas un grand lecteur de livres audio. J'en ai écouté déjà quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas rentré encore dans ma routine. Je sais que alors évidemment en France ça progresse énormément. Je sais que dans d'autres pays c'est la folie. Je sais qu'en genre en Allemagne, aux États-Unis, la pratique du livre audio est très 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 répandue. Mais en tout cas c'est vrai que moi je continue quand même, j'apprécie les livres audio, mais je continue de préférer quand même le papier. J'avoue. C'est peut-être pas toujours évident de s'entendre, enfin d'entendre sa propre histoire non plus. Ah oui, non. Alors après, oui, il faut pas le prendre personnellement sur le livre audio, parce que moi, je relis pas mes livres. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas relu depuis que les livres ont été publiés. En fait, je les ai pas relus, sauf ceux sur lesquels bon, j'ai des projets d'adaptation, des choses comme ça, où là, effectivement, je les relis, mais entre guillemets par pure utilité. Mais Ça. sinon, non, parce qu'en fait, je vois tous les défauts. D'ailleurs, là, quand Anne disait, là, j'ai remarqué quelques petits trucs que j'aurais aimé corriger. Mince. Non, pas dans ce que toi tu as fait, plutôt dans ce que moi Ah j'ai oui, écrit. j'ai compris. Donc voilà, donc voilà, il vaut mieux que ça reste, une fois que c'est fait, que c'est publié, que ça reste comme ça, parce que sinon ça peut m'énerver. Et alors, Anne, je voulais te demander, pour bien lire un texte à voix haute, comment tu t'y prends? Comment tu te familiarises avec le texte? Est-ce que tu te mets dans la tête de l'écrivain? Je crois pas que je me mette dans la tête de l'écrivain. Je me familiarise tout simplement en le lisant, en le relisant, en le re-relisant. Avant un enregistrement, je vais le lire une à deux fois. Une fois, une fois comme un livre, enfin, dans ma tête, et puis une autre fois, je vais verbaliser les choses parce que c'est. Et d'ailleurs, je me suis habituée à cet exercice et j'adore lire à voix haute, même des livres pour moi que je ne vais pas enregistrer. C'est un grand, grand plaisir de le faire. Donc, non, je ne me mets pas dans la tête de l'auteur. Je me dis, je parle de moi, de ce que je reçois, de ma sensibilité, et puis j'essaye de donner corps et vie au personnage. C'est vraiment un travail de création, je crois, pour le comédien qui enregistre. Du coup, je me demandais si, en amont de la lecture audio, vous aviez eu l'occasion de vous rencontrer. Du coup, non, peut-être pas. Pas du tout. Et non, pas du tout. Non. Non, non, pas du tout. De choisir quoi, audio, peut-être, Julien, est-ce qu'on te Oui, soumet des propos? oui, oui, oui. Oui, oui. On m'avait envoyé plusieurs voix, et donc j'avais choisi celle d'Anne. Ah, je ne savais pas. Mais effectivement, sinon, j'ai pas eu l'occasion d'assister à l'enregistrement, mais j'aurais aimé ça et j'aurais fait avec plaisir. Je l'avais fait pour le livre 2 de la Chambre des Ah Merveilles, oui. que j'avais rencontré. Alors, parce qu'ils avaient en plus enregistré un petit entretien avec moi à la fin, et j'avais rencontré donc Sophie Duez qui avait lu La Chambre des Merveilles, et c'était super, c'était très intéressant, et c'est vrai que moi-même je me pose cette question de comment lire justement quand on me demande de lire. Alors bon, je lis à ma façon, mais effectivement c'est pas un travail d'acteur puisque je ne suis pas acteur, mais je trouve ça intéressant parce il y a notamment des auteurs qui, avant d'envoyer leur livre à l'impression, ressentent le besoin de le lire à haute voix pour justement se rendre compte des sonorités, etc. Moi, j'en ressens pas le besoin parce que j'ai l'impression que j'ai déjà les sonorités dans la tête. Euh, Là, maintenant que je viens d'entendre Anne comme ça, en fait, je me dis peut-être que je gagnerais à le faire de temps en temps, parce que quand on entend le texte lu de cette manière-là, on repère certaines choses qui sont soit des redondances de sonorité, des choses comme ça, qui choquent pas forcément quand on est sur la page, mais quand le texte est mis en bouche, ça peut donner quelque chose d'un peu Mhm. pas choquant, mais en tout cas qui irrite un petit peu les oreilles, quoi. Mhm. Donc, ce live a toute son utilité, puisque déjà, vous êtes réunis, et puis ça va peut-être changer aussi ta façon de voir les choses Ouais, par la peut-être. suite. Ouais. Tu vas devenir fan des livres audio. Exactement. Alors, du coup, les extraordinaires, je n'avais pas encore montré la couverture, la voici, la pochette d'ailleurs. Peut-être qu'on peut revenir à l'idée de départ de ce roman, Julien, pour expliquer aux personnes qui ne l'auraient pas encore lu de quoi ça parle. Enfin, de quoi ça parle, on vient de le dire, mais quelle est l'idée de départ? Et peut-être qu'on se demande aussi si toi-même, quand tu étais petit, tu voulais devenir astronaute. Ah ah.
Non, parce que moi, je voulais devenir écrivain. Donc, effectivement, quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je disais écrivain ou metteur en scène. Après, j'ai pas du tout fait ça, parce que j'ai fait des études scientifiques. Je suis parti dans d'autres domaines, mais j'ai jamais véritablement rêvé de devenir astronaute, parce qu'en fait, j'ai l'impression que même quand j'étais enfant, j'étais assez conscient des contraintes liées à ce métier. Alors, en plus, je pense que je n'aurais pas eu les capacités forcément de devenir astronaute, mais pas au-delà de ça. J'avais compris que quand même c'était très 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 particulier et que c'était un engagement de chaque instant. Et je suis pas sûr que j'aurais supporté ça. Et ben, par rapport à l'idée du roman, en fait, cette idée, en réalité, elle m'est venue quand je suis tombé sur un article, je crois que c'était un article du Monde, qui parlait du processus de sélection qui allait démarrer, puisqu'il y a eu un vrai processus de sélection qui a abouti là récemment. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure aux infos qu'en ce moment, ils sont en train de décider qui va partir dans l'espace la prochaine fois, parmi ceux qui ont été recrutés, puisqu'ils ont recruté cinq astronautes la fin 2022, enfin fin 2022 ou 2023, ouais, fin 2022. Et donc moi, quand j'ai commencé à écrire le roman, c'était courant 2021, parce que donc genre en mars 2021, je suis tombé sur l'appel à candidature de l'Agence spatiale européenne qui expliquait que 2 mois plus tard, il allait y avoir donc les dossiers de candidature à soumettre. Et donc, en fait, ça m'a intéressé et interpellé, notamment parce qu'il y avait deux éléments qu'ils annonçaient comme étant des éléments qui évoluaient par rapport à la session précédente de recrutement qui avait eu lieu en 2008 et qui avait abouti au recrutement de Thomas Pesquet. Ces deux éléments fondamentaux, c'était des critères d'âge et des critères de handicap qu'ils avaient décidé de faire bouger, puisque pour la session de 2008, il fallait avoir moins de 40 ans pour pouvoir se porter candidat, et évidemment être totalement valide. Et là, ils avaient décidé, donc dans la session 2021-2022, d'ouvrir le concours de recrutement à des personnes de moins de 50 ans, donc il y avait 10 ans de plus possible, et par ailleurs de lancer un programme qu'ils ont appelé programme de parastronautes, sur le modèle des champions paralympiques, afin de recruter donc des candidats, des futurs astronautes avec porteurs de handicap. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé surtout, parce que je me suis dit, ça signifie, d'avoir fait bouger des critères comme ça, qu'il y a des gens justement qui avaient rêvé de ça, qui se disaient, j'ai envie de devenir astronaute, c'est mon rêve d'enfant, d'adolescent, etc., et qui s'étaient dit qu'en fait c'était terminé. C'est terminé pour eux parce qu'ils avaient passé l'âge, parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases des critères physiques qui étaient demandés, et qui soudainement voyaient la porte de leur rêve se rouvrir. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça provoque en fait chez des gens, de voir la porte de son rêve se rouvrir. Et c'est comme ça que sont nés les deux narrateurs du roman, Anna et Diego. Anna qui est donc une Française, une femme de plus de 40 ans, de 48 ans. Tu l'as dit tout à l'heure, et Diego qui est un Espagnol à qui il manque une jambe, donc qui est amputé d'une jambe gauche, de la jambe gauche, et, euh, et voilà. Voilà comment l'idée est née en tout cas. Et puis, c'est un roman sur les rêves aussi, parce qu'à un moment donné, tu écris chaque famille est le fruit dans cette famille, pardon, chaque individu est le fruit de ses rêves. C'est Anna qui parle. Alors Anna, tu l'as dit, effectivement, elle a 48 ans, c'est sur le fil qu'elle peut postuler, mais c'est même pas elle qui postule, en fait, c'est un peu ses enfants et ses amis qui l'inscrivent d'office. Bon, après, évidemment, on va pas raconter tout le roman, mais il y a des circonstances qui font qu'effectivement, elle va se lancer dans l'aventure. Et elle va s'apercevoir qu'il y a un petit groupe de candidats qui a décidé de se créer pour s'entraider et s'entraîner d'ailleurs, puisqu'il va y avoir plusieurs étapes dans la sélection. Ce petit groupe, il s'appelle les Extraordinaires. Alors, comment est-ce que tu as construit tes personnages, Julien? Comment est-ce que tu les as imaginés, ces Extraordinaires? Alors, je voulais qu'ils soient suffisamment différents et complémentaires et qui ait une dynamique de groupe qui se crée en fait. Et donc, j'avais besoin de personnages qui soient certains d'apparence en tout cas plus légers que d'autres, hein, avec plus d'humour que d'autres, qui aient des âges quand même un peu différents, qui soient d'horizons professionnels aussi différents. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était d'essayer de regrouper des personnages pour qu'ils se rendent compte qu'il faut aller au-delà des apparences.
Parce qu'en fait, moi, je trouve que quand on rencontre de nouvelles personnes, on a toujours une première impression. On peut pas s'en empêcher, parce qu'on est juste des êtres humains. Donc, on se fait un premier avis en quelques secondes sur une personne, par rapport à son physique, par rapport à sa manière de parler, sa manière de se mouvoir, ou ce qu'on sait d'elle, ce qu'on croit savoir d'elle, comme ça au premier abord. Et souvent, quand on commence à discuter, et puis ensuite quand on discute plus longuement et qu'on commence à connaître véritablement la personne, on se rend compte qu'il y a des strates et que en dessous de l'apparence, il y a souvent des choses qui sont totalement inattendues. Et donc, ça m'intéressait de mettre des personnes qui se connaissent pas du tout, qui sont regroupées par la force des choses ou par simplement cette passion pour l'espace qui les anime, mais qui finalement est un prétexte effectivement pour moi à, en tout cas, mettre ensemble un certain nombre d'individualités qui vont se découvrir et vont apprendre à découvrir les secrets des uns et des autres, puisque chacun porte en lui des secrets, en tout cas des choses plus ou moins avouables. Qui vont être révélés petit à petit. Exactement. Alors, Anne, tu es la seule personne, enfin la seule voix de ce livre audio, alors qu'on a de multiples personnages. Comment est-ce que tu abordes l'interprétation des différents personnages? Et est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a posé plus de difficultés qu'un autre? Oui, celui qui m'a donné du fil à retordre, c'est Ted Hansen. Ok. Parce que, alors c'est celui qui se dévoile, enfin, je ne veux pas dévoiler du tout le livre, mais il se dévoile quand même à la fin. C'est un homme de plus de 70 ans. Voilà, oui, je l'ai cherché pendant un petit moment. Au-delà du timbre de voix puisque c'est un homme plus grave que mon timbre, c'est lui donner un caractère. Bon, c'est quelqu'un qui gère des équipes, qui a l'habitude, qui a un caractère, enfin, qui est un peu qui peut être autoritaire, qui a l'habitude de donner des directives, etc. Et puis, au fur et à mesure du livre, sans le dévoiler, on s'aperçoit que lui aussi, il a vécu un drame sur lequel il s'est construit. Et voilà, donc oui, j'ai cherché peut-être un peu plus ce personnage-là que les autres, oui. Et Et, alors, quand on... et- Pardon, non, moi vas-y, j'ai une Julien. question. Et à quel moment tu te dis que tu l'as trouvé? Est-ce que tu fais écouter alors soit les gens d'Audiolib ou alors ton entourage ou des collègues acteurs Euh, ou je juste tu le m'enregistre. sens? Ouais, Parfois, je d'accord. m'enregistre. Et parfois, oui, effectivement, tu as raison. En fait, il y a un moment donné, on le sent. En fait, la difficulté, c'est que comme il a des chapitres entiers, il faut. Alors, là, on parlait de la métamorphose de la voix, bon, qui doit être un petit peu plus grave. On peut pas faire, enfin, moi, je peux pas faire une différenciation de 10 hommes, c'est pas possible. Donc, il est peut-être un peu plus grave que Diego. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Non, Du coup, la question c'était quand est-ce que tu sens que c'est bon, tu le tiens quoi. Oui. Et comment tu t'en rends compte et Euh, alors, attends, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Ouais, Je m'enregistre en fait. J'enregistre et je finis par trouver un rythme euh, qui, je le ressens, lui ok. convient à ce personnage. Mais, euh, mais bon, voilà, avec cette intrigue qui arrive au milieu du livre, on est vraiment très surpris. Sa personnalité, c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau dans ce roman, c'est ce que tu viens de dire, c'est que au fur et à mesure, les gens se dévoilent. Ils se dévoilent parce que ils prennent la parole et ou qu'ils ont des interactions les uns avec les autres qui font que bah, ils sont obligés de se dévoiler. Et bah, ça parle de nous, quoi. Ça parle des êtres humains. On a tous je crois qu'on appelle ça une persona en psychanalyse, sans aller jusque-là, une espèce de truc de camouflage où on se présente d'une certaine manière, mais en réalité, on n'est pas vraiment ces personnes-là. On est quelque chose d'autre avec nos fêlures, nos joies, nos peines, tout ce qu'on a traversé, et on les révèle pas tout de suite. Et en fait, tous ces personnages, un à un, se révèlent et montrent leur fragilité et n'ont plus peur de la montrer. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans ce roman. j'allais dire justement, est-ce que pendant ta lecture à voix haute, donc c'est ton métier, par moment, tu as été touchée, émue ou marquée, comme une lectrice lambda finalement? Oui, 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 plusieurs fois, 2 fois. Plusieurs fois, enfin là, il y a 2 fois qui me viennent, bah, je peux pas le dire, Attends, hein, Non, parce que sinon. il faut Mais il y a pas. plusieurs moments qui sont très, très, très émouvants. Oui, 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 oui. Un au début, un à la fin, un au milieu.
Non, non, Moi aussi. oui, oui. Enfin, pour le coup, moi, je suis vraiment une lectrice lambda là dans l'histoire et je sais qu'à chaque roman de Julien, il y a un moment où je sais que je suis submergée par mes émotions. En fait, je peux pas me retenir, mais ça fait du bien aussi Oui. quand on aime lire. Mais Est-ce que parce qu'on parle de Julien, donc on parle de toi. Il y a toujours de l'humour aussi. Il y a toujours ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la distance. Les personnages, ils ont vécu parfois des drames terribles. Ils se relèvent. Alors, sont des personnages qui ont cette force-là et de se relever et d'avoir la distance et donc une pointe d'humour. Ce qui fait on est, ça nous sensibilise, mais on tombe jamais dans quelque chose qui pourrait être, entre guillemets, du pathos ou quelque chose comme ça. Ça, c'est joli aussi, je trouve. alors C'est l'humour, pas facile. ouais. Merci. Non, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Et puis, je pense que c'est une vision de la vie aussi, de ne jamais tomber d'un côté ou de l'autre, et puis même dans le noir, d'essayer d'aller chercher les rayons de lumière. Et je pense qu'il y a toujours des choses lumineuses à aller chercher quand on traverse une période très sombre, et c'est ce que j'essaye effectivement d'exprimer à travers mes romans et à travers les Et il y personnages. a des personnages d'ailleurs qui sont là vraiment pour ça, pour moi. Il y a deux personnages qui sont vraiment là pour ça aussi. Pour Et puis on parle aussi de l'humour et de l'autodérision, rien que dans le titre, oui, Les Extraordinaires. ouais. Il t'est venu tout de suite ce titre, Julien? Oui, oui, oui. En fait, les titres, c'est vrai que c'est quand même assez mystérieux et parfois un peu compliqué parce il y a vraiment des romans sur lesquels j'ai le titre dès le début et ensuite ça reste le titre jusqu'au bout. Et d'autres où c'est beaucoup plus galère à trouver et où le titre, même une fois que le roman est écrit, je dis on parce que c'est généralement avec mon éditrice, où on n'a toujours pas le titre et on cherche, ce qui était le cas de mon roman qui vient de sortir, là, Beaucoup d'amour et quelques cendres, où effectivement, mon titre de travail n'était pas du tout celui-là, mais n'allait pas, et j'ai mis longtemps à trouver le titre. Mais pour Les Extraordinaires, c'était une évidence, parce que j'ai tout de suite eu cette idée, d'ailleurs c'est comme ça parfois que je raconte le roman, en fait, cette idée d'une sorte d'un collectif de bras cassés qui se dit, bon bah finalement, pourquoi pas. Et donc, très vite, j'ai eu cette idée qu'ils s'auto-baptisent avec effectivement de l'autodérision, les extraordinaires, puisqu'ils se disent que justement ils ne le sont pas du tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer qu'ils le sont. C'est-à-dire que en réalité, ce sont des personnes ordinaires, mais il n'y a pas plus extraordinaire qu'une personne ordinaire, puisque par définition, on est tous des êtres singuliers, des êtres uniques, et donc par définition extraordinaires. Donc en fait, ça encapsule pas mal de choses. Et puis il y a cette dimension évidemment de l'espace qui est un peu extraordinaire aussi. Donc je trouvais que que ça résumait bien l'aventure. Mm. Alors, avec ce dont on vient de parler, je trouve que c'est le bon moment pour lire le deuxième extrait. Anne, si tu es d'accord. C'est Avec Diego. plaisir. On a dit qu'il y avait quand même deux personnages qui prenaient plus la parole que les autres. C'est Anna et Diego. Et donc là, on est au chapitre 8. Et on va en savoir un peu plus sur... Mais pas trop quand même. Non, On va s'arrêter au bon moment. juste ce que tu as déjà dit dans la présentation. Donc tout va bien. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. Je suis espagnole, j'ai 35 ans, je vis à Barcelone, dans un appartement hors de prix situé sur la colline de Montjuïc, à quelques pas de la Fondation Miro. Appartement lumineux et design, pour ne pas dire impersonnel, qui me permet en un coup d'œil d'embrasser l'une des plus belles villes du monde, avec Paris, New York, Londres et Rome. Voilà, comme ça j'ai égrené mon top 5 Lonely Planet. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. J'ai depuis 3 ans monté ma propre entreprise et je gagne très bien ma vie. Mon business se développe d'autant plus vite que je suis sur un marché totalement nouveau. Mes parents sont en pleine forme, notre famille est très soudée, j'adore ma petite sœur et mon petit frère. Tous deux ont d'ailleurs récemment rejoint mon projet. Ma sœur est une designer géniale et mon frère un photographe qui commence à se faire un nom. J'ai été mannequin il y a une dizaine d'années. J'ai beaucoup de succès auprès des femmes et aucune envie de m'attacher à qui que ce soit. Alors je papillonne. J'aime me décrire comme un épicurien qui apprécie un bon dîner, une soirée arrosée, un petit matin dans les bras d'une inconnue rencontrée au hasard de la nuit. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux.
Aujourd'hui, mon quotidien est loin de mes études scientifiques, mais j'ai toujours gardé une certaine attraction, sans mauvais jeu de mots, pour tout ce qui tourne autour de l'exploration spatiale. Lorsque j'ai découvert dans la presse l'annonce de l'ESA, j'ai parcouru l'article avec une espèce de ressentiment logé au fond de mes tripes. Et puis une phrase, en apparence anodine, une recherche sur le web, les doigts tremblants, et la lecture gloutonne de l'appel à candidature. Quand enfin j'en ai compris tous les termes, l'excitation et la joie se sont mêlées à mes peines, à mes douleurs. Je me suis retroussé les manches, j'ai entrepris les démarches et rempli le dossier. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. Dès l'apparition de ce mail portant la mention confidentielle, il y a quelques semaines, mon cœur s'est mis à battre très vite et très fort dans ma poitrine. J'ai fermé ma messagerie comme si elle allait provoquer une explosion de mon smartphone. Je me suis assis face à l'immense baie vitrée qui me permet à la nuit tombée d'observer les palpitations lumineuses de la ville. J'ai soufflé un instant, régulé ce qui pouvait l'être, puis j'ai lu le mail 2 fois, m'assurant d'avoir bien compris. Alors seulement, j'ai poussé un grand cri. Il y avait tout dans ce cri. La folie de cette aventure qui s'ouvrait, l'exaltation de l'instant et la rage de vaincre. C'était dingue, c'était beau. Je n'en croyais pas mes yeux. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. Aujourd'hui, je pourrais être fière de moi si seulement je me l'autorisais. Je n'ai mis personne de mon entourage au courant de ma sélection, à part ma famille. Je n'ai aucune envie qu'on le sache. Aucune envie qu'on se dise « Mais pour qui se prend-il » On, cet œil invisible, impitoyable. J'aurais dû me blinder avec le temps, mais je n'y parviens pas. J'ai toujours l'impression que le monde entier va se réveiller dans un grand rire et me renvoyer à ce que je suis, à ce qui frappe, ce qui me définit dès la première seconde d'une rencontre, si je ne le cache pas, à ce qui remplit les regards de pitié, de gêne, de dégoût, qui me dégoûte encore, moi aussi, lorsque je contemple mon corps nu. Je m'appelle Diego et j'ai tout pour être heureux. La seule chose qui me manque, c'est une jambe gauche. Merci, Anne. Merci beaucoup. Bon, et là, on a des applaudissements de l'autre côté. On les simule. Merci. Moi, c'est une belle prestation. Et puis Ouais, alors, c'est pour le super. coup, pour moi, pour l'avoir vraiment écoutée en audio, du coup, je retrouve ta voix. Et en fait, maintenant, elle incarne ces personnages dans ma tête, en fait. Tout à l'heure, on parlait de la voix. Et là, en fait, j'ai envie de te poser une question sur la ponctuation et les respirations. Anne, comment est-ce qu'on trouve le bon rythme d'un livre audio? Alors, je pose cette question parce que, pour le coup, moi, je suis une vraie utilisatrice de livres audio. Oui. Pour discuter avec d'autres lecteurs audio. Certains accélèrent, d'autres ralentissent. Moi, je suis une puriste de la vitesse qui a été décidée par la comédienne. Par la comédienne, Ouais. pas par l'auteur. En fait, c'est toi qui donnes le rythme, non, quand tu enregistres. Oui. Comment... Oui, alors bien sûr, on a quand même l'indication des virgules, des ponctuations, enfin des points-virgules, des points d'exclamation, etc. Mais je crois que c'est ça, notre travail de création, c'est peut-être parfois de relier des choses, parfois de les séparer, parfois de respirer à des endroits qui ne sont pas marqués, de rassembler des idées, et puis effectivement de changer de changer le tempo, de changer les rythmes, suivant les situations que les personnages traversent. Et ça, c'est valable pour la narration, mais bien sûr aussi pour les personnages qui, en fait, sont différenciés peut-être plus oui, par le mouvement qu'ils vont donner à leurs phrases, par le caractère leur caractère, mais oui, par le tempo en fait, hein, par le tempo des gens qui parlent plus vite, des gens, par exemple, on a, dois-je le dire, allez, Bérénice, elle est très bien décrite, on le voit, enfin, tu donnes des indications qui sont très précises au départ. Elle parle vite, elle a un débit quand même très rapide. Euh,
le fait qu'elle couve son petit et qu'elle soit presque intrusive comme maman, ça peut donner aussi tu vois, des indications Mm. à l'acteur. Euh, voilà, comment je travaille, je, m- j'essaie de me réapproprier les choses. Est-ce que tu reçois un brief de l'auteur ou de l'éditeur pour te donner des consignes ou c'est vraiment du coup uniquement Non, ton... Alors, pas de l'auteur, ça c'est sûr. non, pas ce coup-là, non. Non, en revanche, on travaille en collaboration, c'est-à-dire que ça, ce travail que je fais, c'est un travail préalable, mais ensuite, on n'est pas tout seul, on est deux, puisqu'il y a le directeur ou la directrice artistique, en l'occurrence, là, c'était Claire Mézeray, qui était avec moi. Peut-être qu'il peut y avoir deux personnes, un preneur de son et un directeur artistique. Pour l'instant, moi, j'ai toujours eu une même personne pour faire les deux. Voilà, et c'est très très chouette. Donc en fait, on est trois, parce qu'il y a l'auteur, il y a moi, ma perception des choses par rapport à ce que l'auteur a écrit, et puis la directrice ou le directeur artistique. C'est un travail vraiment d'équipe. C'est pour ça que c'est un objet qui est complètement différent d'une lecture. Euh, voilà, et puis il y a enfin, moi, je commence à en écouter pas mal. En fait, j'adore ça. En fait, j'ai toujours écouté des livres audio. Même quand j'étais petite avec les petits ménestrels, j'appelle ça maintenant un livre audio. Mais euh, euh, ça y est, bon, j'ai perdu parce que j'ai plein d'idées qui arrivent dans ma tête. Donc j'ai perdu. La Non, question. non, mais tu disais que tu en Ouais. lisais régulièrement. Oui, et ben ouais, forcément, après, alors, je vais plutôt vers certains acteurs après. Parce qu'il y a certains acteurs qui me touchent plus. C'est une question de timbre, mais c'est aussi une question leur vision, quoi, des choses me touche plus que d'autres. Euh, et puis, quand on lit un livre, bon, on a une place dans notre imaginaire, alors que quand on écoute un livre, on est quand même très influencé déjà par tout ce qui s'est dessiné au préalable par notre travail, nous, acteurs, directeurs artistiques, etc. Et timbre de voix, le timbre de la voix, c'est ça nous emporte quelque part déjà tout de suite. Un timbre. Pourquoi on choisit un timbre plus qu'un autre? Ouais. Ben voilà, on peut pas l'expliquer, c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est pas ah il est plus beau, non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que ça nous Mm. fait à l'intérieur, Mm. quoi. Ouais, c'est pareil, j'imagine que quand on te propose des voix, Julien, il y a peut-être une voix que tu n'aimes pas du tout parce que c'est un ressenti aussi. Oui, parce qu'en plus là, par exemple sur les extraordinaires, il y a effectivement le choix d'avoir une seule Ah, actrice, alors qu'effectivement il y a, par exemple dans Merci, Gratier, Thank You, il y a deux actrices en fait qui jouent Gina et Chloé, les deux personnages, les deux narratrices. Et là, c'est vrai que effectivement il faut enfin, ma sensibilité, on va dire, c'était de me dire, est-ce que cette voix-là, elle me semble suffisamment forte et suffisamment universelle en fait. Donc je pense même que peut-être toi tu avais peut-être donné quelques extraits où tu faisais des choses assez différentes, Anne, ce qui permettait un peu pour moi, qui suis pas professionnel de ça, de me projeter dans différents types de narration parce qu'effectivement c'est difficile pour moi de donner un avis, mais effectivement en fait c'est plus un avis où moi je me dis bon cette voix-là non vraiment, notamment pour le personnage principal quand même qui est Anna et le fil rouge du livre, cette voix-là n'ira pas quoi, voilà, donc c'était plus par rapport au personnage principal Hmm. et ensuite la polyvalence éventuelle oui, oui, d'accord. Euh, perçue en tout cas. Tout à fait. Alors, je voulais revenir justement au fil rouge du roman, parce que donc ces extraordinaires, ils vont se préparer pour les différentes sélections. Tu disais tout à l'heure que tu as entendu là aux informations que ça y est, ils avaient choisi les personnes qu'ils allaient envoyer euh, dans les airs. Ouais. Comment, en fait, comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu as participé à des entraînements toi-même? Est-ce que tu as rencontré des gens qui avaient participé aux sélections? Parce que du coup, ça paraît très vrai tout ça. Et puis en plus, ça colle à l'actualité. C'est vrai que moi aussi, c'était pas là récemment, mais ça m'est arrivé depuis ma lecture d'entendre parler de cette sélection et du coup, ça fait écho. Oui, alors en fait, le truc, c'est que moi, j'ai écrit ce roman pendant le processus de sélection, puisque le processus a commencé en mai 2021 et s'est terminé en décembre 2022.
il y a plus de 20 000 personnes qui se sont portées candidates au niveau européen pour, je crois, 4 ou 5 places, 4 ou 5 personnes qui ont été sélectionnées in fine. Et ils ont annoncé la sélection fin 2022, donc sachant que le roman est sorti en mars 2023. Donc moi, j'avais déjà terminé mon roman, évidemment, mais je n'étais pas peu fier, d'ailleurs, petit aparté, parce que, appelez-moi Madame Irma, j'avais quand même dans la sélection finale, donc des vrais candidats astronautes qui ont été sélectionnés, il y a une Française de plus de 40 ans et il y a le candidat par astronaute qui n'est pas un Espagnol, qui est un Anglais, mais qui est effectivement amputé d'une jambe. Donc voilà, donc je me suis dit, ok, j'avais à peu près visé juste. Et donc comment j'ai construit ces personnages? En fait, moi j'ai vraiment ressenti le besoin de me nourrir de matière de vrais candidats. Donc comme j'ai écrit ce roman pendant le processus, je me suis dit que ce que j'avais imaginé, ça existait probablement dans la réalité, parce que je me suis dit sur 20 000 personnes, il doit bien y avoir des gens qui essayent de rentrer en contact les uns avec les autres, peut-être même qui se sont croisés dans le processus et qui ensuite gardent contact pour justement s'entraîner, parce que finalement, parfois on me pose la question, on me dit mais est-ce que ils s'entendent tous bien dans ce groupe des extraordinaires? Au final, ils se sentent pas en compétition les uns avec les autres. Mais en fait, ça me paraît logique parce qu'ils sont 20 000. Donc tu peux pas te dire que tu es en compétition avec les trois avec qui tu es là. La proportion enfin le pourcentage de chance pour être vraiment en compétition directe avec celui avec qui tu es à côté, c'est assez faible. Donc voilà. Donc du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé sur la messagerie Discord un groupe qui regroupait quasiment 1000 personnes de candidats donc qui effectivement s'étaient regroupés et échangeaient enfin se poser des questions, échanger même des blagues. Enfin, c'était très sympa l'ambiance sur ce groupe. Je me suis présenté au modérateur du groupe. Je leur ai dit voilà qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Il m'a dit ok super, je vous donne l'accès. Et donc j'ai posté sur ce groupe-là un message pour expliquer mon projet et en disant si vous voulez me contacter, contactez-moi. Et j'ai reçu beaucoup de personnes alors pas mal de Français, mais puis pas mal de gens aussi d'autres pays qui étaient OK pour discuter avec moi. Et je voulais des gens d'horizons assez divers, d'âges assez divers, etc. Donc j'en ai sélectionné entre guillemets une trentaine. Et j'ai fait une trentaine d'interviews d'une petite heure où je leur posais des questions sur enfin d'où venait ce rêve, qu'est-ce que leur entourage en pensait, est-ce qu'ils avaient osé le dire, est-ce qu'ils osaient affirmer je veux être astronaute comme ça alors que c'était des adultes responsables, parce qu'il faut quand même avoir un bac plus 5 en sciences en fait pour être candidat astronaute. Donc ils étaient tous dans des situations très installées de médecins, d'ingénieurs, de chercheurs, et d'un coup ils se lancent dans un truc qui est totalement improbable. Donc c'était intéressant pour moi de comprendre pourquoi est-ce que ce rêve-là s'accrochait et qu'est-ce qu'ils en attendaient en fait de cette aventure. Et par ailleurs, enfin, cerise sur le gâteau, il se trouve que les candidats parisiens, enfin ceux de région parisienne, avaient décidé quelques jours après que je les ai contactés de se réunir pour justement faire une session d'entraînement aux étapes de Cologne. Donc c'était des candidats qui étaient déjà sélectionnés pour l'étape de Cologne, donc ils étaient dans les 500-600 derniers. Et en fait ils m'ont dit en fait ça serait bien que tu viennes parce que en plus toi t'es écrivain, tu as aussi travaillé dans la communication. Donc là c'est justement un moment où par exemple, on va répondre à la question qu'on sait qu'on va avoir, qui est mais pourquoi vous voulez devenir astronaute? Et donc, on a 2 minutes ou 3 minutes pour répondre à ça. Et ton regard nous intéresse. Donc, j'ai participé aussi comme ça à une après-midi d'entraînement, de mise en situation en tant que faux jury, quoi, avec des candidats. Et ensuite, j'ai aussi eu la chance de grappiller pas mal de temps. Je pense que j'ai réussi à lui gratter 6-7 heures de son temps à Jean-François Clairvoy, qui est un astronaute français qui est parti 3 fois dans l'espace dans les années 90 et qui lui m'a raconté à la fois son expérience en tant qu'astronaute, son expérience dans le processus de sélection et aussi l'envers du décor puisque lui il faisait partie du jury en 2008 donc dans les sessions de Thomas Pesquet notamment. Donc c'était hyper intéressant et tout ça a nourri à la fois la véracité de certains éléments que je raconte dans le processus et puis surtout les psychologies des personnages. Ensuite, il n'y a aucun des personnages du roman qui ne correspond évidemment à une des personnes que j'ai rencontrées, mais tout ça est un mélange et en tout cas ça m'a beaucoup servi.
C'est incroyable. Mm. C'est passionnant, je trouve, cette histoire derrière le roman. Alors, ben voilà, c'est ce que écrit Herminette. Passionnant, vous voyez, Ah. on est raccord. J'ai vu passer une question dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'était combien de temps a duré l'enregistrement du livre audio? Anne, tu peux répondre à Euh, cette question. Sachant que le livre en lui-même dure 7h10. Donc c'est une lecture qui est accessible à tout le monde. Je veux dire, parfois il y a des heures, des 15 heures d'écoute qui peuvent faire peur aux primo-lecteurs audio. Là, 7h10, c'est largement accessible. il me semble 3 jours d'enregistrement. Donc, c'est du 9h30, 13h, 14h, 17h30, 18h. Je veux dire des bêtises là. Oui, c'est ça. 9h30, 9h30, 12h30, 13h, 14h, 18h. D'accord. Donc en fait, ça se passe en 3 jours, tu disais, c'est Je ça? crois que, enfin, ça dépend des livres. Il me semble que celui-ci, oui, c'était 3 jours, peut-être 3 jours et demi. Peut-être il y a une petite matinée qui s'est ajoutée. D'accord. Voilà. Oui, c'est intense quand même. Oui, c'est intense. Ouais, c'est un exercice qui Mm. est. En fait, c'est un plongeon, c'est une immersion totale, quoi. Mais on peut pendant 3 jours de suite. On peut parler pendant 3 jours de D'accord. suite. Pour préserver sa voix, je veux dire, parfois quand on parle trop, on a un peu mal à la gorge, non? Bah, il y a peut-être un travail de. Non, 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 non. Je crois que non, la voix des comédiens sont placées. Non, non, il n'y a pas de. Évidemment, si on a des personnes qui se raclent, ça peut être un peu. Mais on a un micro, on peut pas non plus. C'est pas du théâtre, donc on va pas très, très, très loin. On se fait pas mal. D'accord. Non, non. Non, c'est plutôt une histoire de concentration. Il faut être très, très concentré. Il ne faut pas être fatigué. Je sais qu'après, moi, une journée d'enregistrement, je ne peux pas parler. Je ne peux pas répondre au téléphone. Ah oui, Je ne d'accord. peux pas. Non. Je crois que je suis pas toute seule parce que j'ai parlé avec quelques comédiens qui sont voilà. Et puis après la fin de l'enregistrement, je vis mais littéralement avec les personnages dans la tête pendant ça dure une petite semaine quoi. Mm. C'est là au réveil, c'est là constamment comme s'il me manquait quelque chose. C'est vraiment très 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 amusant. Enfin c'est très amusant, c'est très c'est incroyable comme expérience pour un comédien. Oui, C'est vraiment une immersion. tout à l'heure, Et c'est différent de, par exemple, quand tu fais du théâtre, où c'est un peu semblable le fait de garder les personnages comme ça. Alors, je crois que c'est différent parce que là, on est je pense qu'aussi c'est le lieu qui agit. Le fait qu'on soit dans une petite boîte comme ça, quelque chose de très intime, où en fait, notre monde devient le monde de cette petite boîte. Moi, je pose mon truc comme ça, je suis pas fétichiste du tout, hein, mais ni maniaque. Mais là, oui, je le deviens. Ma boîte à lunettes, mon truc. Enfin, voilà. Et on est coupé complètement de l'extérieur. Mm. Le théâtre, on est avec son personnage et on peut y penser, etc. Et on vit aussi avec, c'est vrai. Mais là, il y a comme un. C'est très difficile à Mm. expliquer. Il y a un plongeon, une immersion totale avec les personnages et avec ce qu'on est en train de raconter. Et moi, je les transporte assez longtemps après. Alors, peut-être que d'autres les transportent moins ou plus, j'en sais rien, mais je pense qu'on est quelques-uns comme ça. est-ce que C'est ça veut dire qu'il faut aimer un livre pour bien le lire à voix haute? Ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser un texte parce que pour le coup, il t'avait pas plu? non, j'ai jamais rien refusé et j'ai toujours aimé les livres que j'ai lus. Puis Et tu étais prête à recommencer, que tu adorais ça. oui, 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 non, non. Euh, non, non, j'ai beaucoup de chance là. Mm. Alors, j'ai une autre question, Julien, pour toi, cette fois-ci. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Alors non, j'ai pas vraiment de rituel d'écriture, si ce n'est que je bois beaucoup de café et que je mange du chocolat. Mais sinon, Mais sinon, non, j'écris un peu partout, j'écris un peu tout le temps. Après, c'est dans ma manière d'écrire, je suis pas 100% du temps en train d'écrire, évidemment. Et il y a des phases, il y a toute une phase de construction du livre qui dure généralement pour moi 3 4 mois, pendant laquelle justement, bah, par exemple sur les extraordinaires, où je construis les personnages, donc je rencontre les personnes que je veux rencontrer, que je dois rencontrer pour nourrir l'histoire. Je lis, je regarde des films en rapport avec mon histoire et aussi pour
à la fois m'inspirer et en même temps surtout ne pas faire comme. Moi, j'ai un peu cette obsession de surtout essayer de voir le maximum de choses qui ont déjà été faites sur un sujet pour essayer de m'en éloigner et que mon pire cauchemar, ce serait que les lecteurs disent oh là là, mais en fait il a copié un tel ou alors c'est un truc qui a déjà été fait. Voilà. Après, on peut pas évidemment réinventer la poudre. Toutes les histoires ont déjà été racontées, mais enfin notamment je dirais les grandes thématiques humaines. En revanche, on peut toujours trouver de nouveaux angles et trouver des façons originales de le faire. Donc, par exemple, là, dans la préparation des extraordinaires, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai donné des noms de films aux différentes parties du roman, parce que j'ai revu plein de films en rapport avec l'espace, pas forcément en lien avec moi les thématiques que j'allais traiter. Et des fois, c'est des films que j'avais pas jamais vus d'ailleurs, mais voilà, Gravity, Interstellar, enfin tous ces films comme ça qui sont des histoires humaines en réalité, et avec juste un contexte d'espace qui est évidemment très important, mais c'est avant tout des histoires humaines, c'est-à-dire que c'est pas des histoires de science-fiction à la Star Wars, etc. C'est des aventures entre des individus et des individualités. Ouais. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé et il nous reste plus beaucoup de temps parce que je vois qu'il est 19h22, on doit s'arrêter à 30. Juste un petit mot, Julien, peut-être sur l'invisibilisation des femmes dans les sciences. Ça va Ouais. être très court, mais je sais que c'est un thème qui te tient à cœur. Et puis, dans le livre audio, effectivement, on le ressent. Pardon. Comment s'appelle-t-il? En fait, je voulais finir avec la question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ce roman? Mais finalement, Et ouais, écoute, alors oui, l'invisibilisation des femmes dans les sciences, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que ma femme est une femme scientifique, elle dirige un labo de recherche de l'INSERM, et que donc effectivement, je suis bien sensibilisé à cette problématique. Et c'est vrai que tout au long de mes études scientifiques, en fait, j'ai constaté aussi que on encourageait moins les petites filles à devenir des scientifiques que les garçons encore aujourd'hui. Et quand bien même ce sont des métiers qui sont ultra féminisés, type la médecine, malgré tout, il reste encore des plafonds de verre où tous les médecins sont des femmes quasiment aujourd'hui, mais par contre les chefs de service et les patrons les grands pontes entre guillemets de professeurs, etc., sont plutôt des hommes. Donc c'est une réalité. Et moi, j'avais envie de traiter d'autant plus ce sujet-là quand j'ai fait des recherches sur l'espace et que je me suis rendu compte donc les audio lecteurs écouteront tout ça, mais il y a eu une invisibilisation, une vraie invisibilisation volontaire des femmes dans le domaine spatial, orchestrée donc évidemment par les hommes et par les grandes puissances, notamment les États-Unis. c'est quand la réalité rejoint la fiction, ou plutôt l'inverse. Exactement. Rejoint Ouais. très bien, merci beaucoup. Donc, je vois qu'il nous reste 5 minutes. 5 minutes sur le mot de la fin et surtout les actualités des uns et des autres. Anne, est-ce que tu peux nous faire part de ton actualité, s'il te plaît? Alors, Oui. moi, je suis vraiment désolée. Euh, je suis à la Comédie Bastille dans un spectacle écrit par Trinidad et mis en scène par Gilles Galliot qui s'appelle Et pendant ce temps, Simone veille sur la condition féminine, justement, Ah ben, c'est parfait. auquel Super. je vous invite. Voilà, on est 11 comédiennes, 4 sur le plateau et on tourne. Et voilà, c'est à la Comédie Bastille. Et c'est en ce moment. En ce moment, ça fait quelques années que je joue j'ai le plaisir de jouer ce spectacle et c'est toujours un vrai plaisir d'être sur scène pour défendre ce texte si important. Très bien, merci beaucoup. Super. Julien, du coup, ton actualité, c'est ton nouveau roman en grand format qui vient de sortir. Ouais, tout à fait. Donc il y a donc il s'appelle Beaucoup d'amour et quelques cendres et dont j'ai eu du mal à trouver le titre d'ailleurs, donc pour reboucler, et qui est sorti, oui, chez Calman Levy il y a quelques jours. Et il y a en plus du livre audio des Extraordinaires, il y a le livre de poche aussi qui est sorti il y a quelques jours aussi en parallèle. Et tu es en dédicace presque tous les week-ends en ce moment, non? Ouais, pas mal, ouais. Là, je serai, oui, au Salon du Livre de Vannes ce week-end. Salon du livre de Vannes. Exactement. Et après, j'ai Nice aussi. Je vais être à Bourg-en-Bresse, à Saint-Maur, dans le mois qui vient. Enfin voilà, bon, je bouge pas mal. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait des remarques d'ailleurs en salon du livre ou en dédicace sur des personnes qui auraient lu l'un de tes livres en audio
et qui auraient quelque chose à te dire en particulier? Alors, on m'a pas fait, non, je crois pas qu'on m'ait fait de remarques ni de commentaires, mais par contre, on m'a déjà fait signer des livres audio. Donc, des Mhm. personnes qui ont lu, par exemple, le livre audio de la Chambre des Merveilles et qui, du coup, bah, viennent avec pour que je le dédicace. D'accord, c'est rigolo ça. Et Anne, est-ce que du coup, toi, tu as déjà eu des retours de lecteurs sur justement ton interprétation du livre, de celui-ci ou d'un Parfois, autre? alors celui-là, j'ai pas encore été voir, mais parfois je vais regarder sur les avis d'Audiolib et bah ouais, c'est chouette d'avoir des retours, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, c'est toujours intéressant. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est super. Plutôt Alors, positif. je vous remercie tous les deux parce que j'ai passé Merci. un moment autour des extraordinaires que je vous invite à lire en audio, en poche ou dans tous les formats que vous voulez. L'essentiel, c'est de découvrir l'histoire et de prendre plaisir surtout à découvrir la lecture audio. Je crois qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Le livre audio, donc je remercie Audiolib qui m'a permis d'animer ce live Instagram. On est dans le mois du livre audio, donc je vous invite à aller sur le site Audiolib pour voir les autres animations qui sont prévues, puisque le mois n'est pas fini. Il y aura notamment le 25 mai, je me suis noté le marathon de lecture à la Maison de la Poésie à Paris. Voilà, c'est vraiment, moi je prends plaisir à participer à cette édition parce que c'est une façon différente de célébrer la lecture. Et puis voilà, il y a un hashtag sur les réseaux sociaux qui sont moi du livre audio, j'aime le livre audio et écoute un livre. On est ravis. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir Merci Anne, merci Caro, Merci Julien, dit. merci À bientôt Caroline. en vrai peut-être. Ah bah, avec sûrement. plaisir. Bonne À soirée bientôt. à À tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.